7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Alors que depuis des années, la petite ville de Amtrak aux États-Unis se présentait comme la preuve évidente que le multiculturalisme le plus total était non seulement possible mais également souhaitable, ses habitants semblent aujourd'hui rattrapés par le réel. Il y a quelques années, la gauche woke de la ville s'était donnée pour mission de propulser les musulmans au sein de la vie politique locale. On peut leur reconnaître au moins cela, mission réussie. Ils subissent aujourd'hui les décisions d'un conseil municipal exclusivement musulman, interdisant certains drapeaux, autorisant les sacrifices d'animaux dans les cours des maisons et bien d'autres réjouissances. Il y a un sentiment de trahison, a déclaré l'ancienne maire polonaise américaine de la ville, Karen Majewski. Nous vous avons soutenu lorsque vous avez été menacés et maintenant nos droits sont menacés et c'est vous qui nous menacez, dit-elle. Alors pour décrypter ce mariage curieux entre idéologie woke et islamisme que tout semble opposer, pour analyser leur divorce après la lune de miel, nous recevons aujourd'hui Sami Biazoni. Bonjour. Bonjour Liselotte. Alors vous êtes essayiste et auteur français, docteur en philosophie de l'École normale supérieure de Paris, professeur chargé de cours à l'École des sciences économiques et commerciales, et vous êtes aussi co-auteur de Français malgré eux et co-directeur de l'ouvrage Malaise dans la langue française. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de Lorenzo Vidino, qui est donc le directeur du programme sur l'extrémisme à l'université George Washington. Et donc Lorenzo Vidino pointe du doigt un mariage entre les idéologies islamistes et woke. Il est l'auteur d'une étude pour la Fondapol intitulée « La montée en puissance de l'islamisme woke dans le monde occidental ». Selon vous, est-ce que certaines des problématiques de l'islam est-ce que certaines problématiques et certaines luttes se recoupent-elles effectivement entre ces deux idéologies? Alors, vous parliez du sentiment de trahison des woke américains, en tout cas des néo-progressistes américains. Il y a un concept très important dans le wokisme qui est celui d'intersectionnalité. C'est celui de dire qu'il existe une cumulativité des conditions minoritaires. On est femme et on est noir, par exemple, ce qui crée une différence avec simplement le reste des femmes ou le reste des personnes noires. Dans le cas de l'islam, il y a une pensée qui s'apparente à cela en disant les musulmans, la communauté musulmane du point de vue des Américains, constituent une minorité et à ce titre peuvent être embrassés, compris par les théories woke, et les différentes théories woke, et notamment celle qu'on appelle la théorie critique de la race. Donc on se retrouve effectivement au cœur de l'acceptation, non pas humaniste d'une communauté, mais de l'acceptation woke d'une communauté, celle qui consiste à dire un certain nombre de personnes sont minoritaires. Comme elles sont minoritaires, elles doivent avoir des droits compensatoires. Et c'est ainsi qu'on a accordé un certain nombre de privilèges, si je puis dire, politiques à cette communauté musulmane dans cette ville du Michigan. Et qu'on en est arrivé à cette situation un peu paradoxale où la minorité est devenue majoritaire. Alors, on voit que si les militants woke sont, eux, prêts à accueillir les islamistes, l'inverse n'est pas forcément vrai. Pourtant, ils semblent quand même en profiter dans un premier temps et s'associer en quelque sorte, accepter en tout cas le mariage que leur proposent les militants woke. Oui. Alors, vous vous souvenez, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui parlait lors de l'accession en 2021 des talibans au pouvoir en Afghanistan, d'un talibanisme inclusif. Il les souhaitait inclusifs. Donc il mêle deux réalités parfaitement antithétiques dans un oxymore qui ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être un taliban et donc prôner la rigueur religieuse et être inclusif. Or, c'est ce qui s'est passé dans cette ville d'Amtrak. On a on va dire des progressistes, démocrates, qui espèrent que la communauté musulmane, avec ses traditions, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence d'adhésion à un pacte plus occidental, à un socle de valeurs différent, mais tel quel deviendra inclusif, se fondera dans le moule de la vision néo-progressiste qu'il porte. Et donc, on est là dans cette espèce de paradoxe que Michel Houellebecq a décrit, finalement, d'alliance entre une force très conservatrice, presque obscurantiste parfois, j'entends pour une partie de sa communauté, qui défend une vision très traditionnaliste des choses, celle du texte, et puis son extrême inverse, qui est le néoprogressisme démocrate, le néoprogressisme de gauche.
Est-ce que vous pensez que pour les musulmans, notamment donc les plus extrêmes, ça pourrait être une forme de taqiyya, d'accepter ce pacte avec les militants gauchistes woke pour accéder justement à des fonctions politiques, par exemple? Alors, dans le cadre de cette ville-là, probablement pas, puisque ce qu'il y a de peut-être triste dans cette histoire, c'est qu'ils ne se sont même pas cachés. Vous parliez, par exemple, des sacrifices dans les jardins, qui contreviennent d'ailleurs aux lois qui sont généralement en vigueur dans ce type d'État, qui visent à protéger les animaux et les protéger d'un certain nombre d'exactions ou de pratiques qui peuvent entraîner à la souffrance. Et donc, ils ne se sont pas cachés, ils ont simplement demandé, au nom de leur culture, de pouvoir sacrifier en extérieur, en dehors d'abattoirs, en dehors de structures spécialisées. Et l'ancien conseil municipal a soutenu au nom de la divergence, au nom de la singularité minoritaire. Donc là, Mm. vous comprenez qu'en fait, il n'y a même pas besoin de TACA. Si on étend un peu votre question, en revanche, très probablement, il est difficile d'en juger. Le propre de la TACA, c'est de se masquer. Mais il est évident que, par exemple, dans un pays comme la France, une des grandes difficultés, vu qu'on est aujourd'hui encore, et c'est heureux, moins multiculturaliste, moins woke qu'un certain nombre d'États américains, il faut faire preuve de beaucoup plus de finesse. Et on le voit d'ailleurs, les islamistes, ceux qui prônent l'islam politique en France, ont souvent recours aux stratégies d'entrisme. Mm. Ils utilisent les institutions telles qu'elles sont, dans l'université par exemple, pour progressivement asseoir un agenda politique. Alors justement, il y a certains partis comme la France Insoumise, par exemple, qui comptent aujourd'hui énormément sur le vote musulman. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient préparer justement des futurs Amtrak français? Alors, c'est toute la difficulté lorsqu'on essaye de manipuler politiquement une communauté, qu'elle soit religieuse ou culturelle. Beaucoup s'y sont essayés et en fait, beaucoup l'ont regretté. Il est très difficile de faire alliance temporairement, ensuite renoncer à ces alliances. Il se trouve que la France insoumise, et c'est l'une de ses grandes difficultés, a fait le choix de ce qu'on appelle l'indigénisme, le choix de revendiquer un projet politique qui part du postulat selon lequel il y aurait deux catégories d'individus en France, les citoyens de plein droit et les autres. Et dans cette notion d'indigénisme, ce que recouvre la notion, le terme d'indigène, ce serait des indigènes de la République, des gens issus notamment des anciennes colonies françaises. Et donc, en prenant le parti de ces communautés avant la communauté nationale, si je puis dire, la LFI, il y a plus de 10 ans, a marqué une rupture franche, il y a à peu près 10 ans, avec sa tradition républicaine. Et donc, désormais, elle doit composer avec cela, et vous voyez toutes les difficultés que cela induit de composer avec une communauté déjà assez vaste, assez diverse Mm. en son sein, et qui vous rejette. Parce que la réalité, et c'est bien le paradoxe, c'est que certains sont très tolérants, les woke aux États-Unis par exemple, et les autres n'ont pas besoin de l'être, restent tels qu'ils sont et sont beaucoup moins. Mm. Alors, justement, quand on parle de toutes ces théories indigénistes, etc., il y a quand même quelque chose qui les unit, c'est cette haine du monde blanc traditionnel occidental. Est-ce que donc, au-delà de la volonté d'inclusion totale de la part de ces militants, est-ce que la fascination, si je puis dire, et d'ailleurs c'est le terme que reprend Lorenzo Vidino lui-même, il parle de cette fascination, est-ce qu'elle pourrait aussi s'expliquer par la reconnaissance d'une lutte commune justement contre ce monde blanc traditionnel? Ce qui est sûr, c'est que très probablement, moi je définis l'intersectionnalité que je décrivais au début comme une intersectionnalité en creux. Elle existe, mais sa seule raison d'être, c'est son ennemi, ou en tout cas ce qu'elle rejette en dehors de son champ d'acceptation, c'est-à-dire l'Occident et l'occidentalité d'une manière générale, le schéma traditionnel de l'hétérosexualité, la couleur blanche de peau, notamment dans le monde anglo-saxon. On a une vision un peu moins marquée du pigment en France. Et donc, effectivement, on retrouve systématiquement dans la théorie du genre, dans la théorie de la race, dans les théories des représentations minoritaires et des pratiques sexuelles, toujours le même profil face auquel on s'oppose, qui est un profil dit dominant. Et toutes ces théories ont en commun de positionner les individus sur une échelle dite de domination et d'oppression, c'est-à-dire qu'on pose le primat de rapports de domination entre les individus, et ensuite on dit il faut compenser ces rapports de domination. Et donc,
C'est ainsi qu'on se retrouve avec un ennemi commun qui est celui que vous décrivez, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a que finalement les militants woke sont pris dans une espèce de, de schéma où pour être cohérents, ils sont obligés en quelque sorte d'inclure ces populations là où ils ne sont pas sans savoir malgré tout tous les dangers de l'islamisme. On a régulièrement des vidéos qui circulent où on voit des homosexuels ou des femmes qui sont lapidées et pourtant on a l'impression qu'ils sont dans le déni. Oui, absolument. Alors, il y a probablement deux populations. Et c'est un peu ce qui se passe dans les mouvements néo-féministes vis-à-vis des personnes transsexuelles. On a des personnes qui sont, par nécessité, ayant combattu la notion même de genre, finalement dans le camp le plus large de l'acceptation du genre et toutes ses formes, et d'autres qui redeviennent très critiques en disant si on dissout la notion de femme, on ne peut plus être féministe. Il s'agit de la même chose pour les questions raciales. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une forme de partition, certains qui disent, et à raison, les valeurs qui sont là défendues sont des valeurs dans l'islam radical ou l'islam politique, sont des valeurs qui contreviennent parfaitement à nos idéaux, aux idéaux d'inclusivité absolue que l'on prône. Puisque, effectivement, il y a quelque chose de très conservateur, au mieux, si je puis dire, dans ce projet ou cette vision du monde. Et puis, à l'inverse, on a une partie des individus qui disent on ne peut pas et on doit accepter tout le monde, quel qu'en soit le coût. Et c'est ce qui se passe dans cette fameuse ville de Hamtramck, où finalement, à part constater une déception, les gens et ceux qui ont porté au pouvoir ces élus ouvertement musulmans et majoritairement musulmans, aujourd'hui en viennent à publiquement, ou en tout cas publiquement et pudiquement, puisque c'est effectivement Mm. problématique pour eux, le regretter en évoquant un sentiment de trahison. C'est un euphémisme. Alors, effectivement, il y a donc la mère, on le disait, qui évoque ce sentiment de trahison. Est-ce que vous pensez qu'ils sont donc simplement rattrapés par le réel ou est-ce que c'est un coup de malchance? Est-ce que ça aurait pu fonctionner au moins encore quelques années sur ce modèle-là ou est-ce que la chute est inévitable? Non, la chute est inévitable. En fait, lorsque vous opposez des blocs euh, convictionnels aussi dissemblables dans un espace politique, j'entends, dans des espaces culturels, les États-Unis sont habitués à cohabiter et c'est très simple. Leur modèle, c'est de ne pas se parler, ne pas se regarder. Et pour ceux qui connaissent ce modèle américain et qui l'ont vécu, vous êtes sidérés de voir comme les dites communautés ne communiquent pas et donc n'ont rien en commun, justement. Mm. C'est le propre de la communautarisation, c'est de se juxtaposer. Dès lors qu'on partage un espace politique, certains, en démocratie, vont décider pour d'autres. Amin Malouf en parle, hein, c'est tout le problème des identités minoritaires en démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment un fait majoritaire qui prime et qui a voix au chapitre plus que tous les autres. Donc, par construction, le projet politique devient problématique lorsque il met en branle le socle historique d'une ville ou d'une communauté ou d'un espace politique, son socle culturel, lorsque finalement il y a une dissociation entre les projets portés, de fait, il y aura un affrontement des visions du monde et des choix. Mm. Et alors, donc, après cette prise de pouvoir dans la ville d'Amtrak par les islamistes, on a vu naître de nouvelles liaisons, là où il y a eu une rupture complète avec les militants et les politiques gauches sur place. Ils ont commencé à se retrouver à dialoguer avec les élus des localités alentours, qui sont plutôt des républicains parce qu'ils se retrouvaient sur les thématiques précisément anti-woke. Est-ce que vous pensez que la droite pourrait commettre la même erreur que la gauche en s'imaginant qu'il y a des alliances possibles avec les militants islamistes ou simplement les islamistes sur ces thématiques? C'est le problème des alliances de circonstances. Et on l'a vu dans le cas américain, dans ce cas très précis. Ce qui s'est passé, c'est que sur quelques sujets très spécifiques, des républicains ultra-conservateurs ont noué des alliances ou ont permis des soutiens à ces militants politiques, on va dire musulmans ou islamistes pour certains. Parce que tous ne sont pas des islamistes, certains sont simplement des citoyens américains de confession musulmane. Et puis, ce qu'il s'est passé s'est produit, comme on l'a décrit, et a révélé effectivement l'étendue du fossé
qu'il existe entre un conservateur américain, un républicain, on va dire, ancré en tant que protestant, vivant dans une banlieue blanche relativement préservée des influences de pays étrangers, et ces personnes, qui sont d'ailleurs pour beaucoup d'ascendance relativement récente, puisque la tradition de cette ville du Michigan, c'est une tradition de culture polonaise. Il y a eu une immigration très importante, industrielle, comme on a pu connaître d'ailleurs en France à certains égards, d'une communauté très très importante. Donc ça a toujours été une ville multiculturelle, mais son faciès a changé radicalement. Et donc certains ultra-conservateurs américains qui voyaient plutôt d'un bon œil des gens s'ériger contre le wokisme en viennent aujourd'hui à se poser des questions, et à juste titre, puisque de toute façon, les socles de valeurs sont tout à fait irréconciliables. Est-ce que on a souvent coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive en France généralement 10 ans après. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, donc, on aura des Amtrak françaises ? C'est tout à fait possible. Les évolutions de représentation, lorsque vous regardez la composition et le fait multiculturel dans certains espaces français, je pense notamment aux périphéries et aux conurbations de très grandes villes, en Seine-Saint-Denis par exemple, et poussé par d'ailleurs des partis relativement cyniques, et surtout des partis de gauche qui y voient un intérêt électoraliste à court terme et poussent certaines communautés qui étaient éloignées du fait politique à s'engager à leur côté, d'abord sur leur liste, et on voit l'autonomisation de certaines listes. Ce qu'on peut constater, c'est que lors des dernières élections municipales, il y a eu en France des listes communautaires, des listes à majorité musulmane. Il y a un parti musulman de France. Alors c'est tout à fait possible et autorisé dans notre démocratie. Ce que ça vient signer, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui trahit d'une certaine manière la tradition républicaine française. Et puis on a surtout des revendications culturelles qui restent modérées pour le moment, en tout cas en France, mais qui sont pas tout à fait celles de notre contrat social traditionnel. Donc, à un moment donné, cela pourra heurter nos concitoyens et puis questionner de manière assez particulière notre débat public. Écoutez, en tout cas, on espère que ça n'arrivera pas, mais malheureusement, effectivement, la voie semble bien engagée. On vous réinvitera pour en parler, Samy Biazoni. Je rappelle que vous êtes essayiste et auteur, docteur en philosophie de l'École normale supérieure de Paris, professeur chargé de cours à l'ESSEC et co-auteur de Français malgré eux et Malaise dans la langue française. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.